Bonjour et bienvenue pour le dernier numéro de l'année d'Auto Ital Info. Un numéro un peu particulier puisque nous vous proposons une rétrospective de nos essais et de nos interviews de l'année 2011. Également au sommaire de ce numéro, nos idées cadeaux pour Noël. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Aux États-Unis, c'est dans le cadre du Art Basel Miami Show, le salon d'art moderne et contemporain le plus important d'Amérique, que Ferrari avait choisi de présenter la version décapotable de la 458. Le 29 novembre, les invités, collectionneurs et clients avaient rendez-vous au 1111 Lincoln Road, un immeuble moderne dessiné par les architectes suisses Herzog et Meuron, une soirée au cours de laquelle une autre œuvre d'art a été présentée, la nouvelle vidéo 3D de l'artiste italien Marco Brambilla. Enfin, cerise sur le gâteau, la chanteuse américaine Janelle Monáe est venue conclure la soirée par un concert très privé. Restons aux États-Unis, restons en compagnie d'une chanteuse américaine, mais cette fois-ci avec la très glamour Jennifer Lopez. Après un placement produit dans le clip du single Papi, tiré de son dernier album Love, où la belle apparaissait au volant d'une Fiat 500, le constructeur italien avait diffusé un premier spot de pub en septembre pour la 500C aux États-Unis. Mais le partenariat avec la chanteuse semble se révéler encore plus intéressant pour Fiat, puisque Jennifer Lopez est apparue fin novembre sur la scène des American Music Awards à bord d'une 500C. Dans la foulée, Fiat a diffusé un second spot avec la chanteuse, cette fois-ci pour la 500C by Gucci, admirée. And making them look easy. Fin novembre, Fiat lançait aux États-Unis la version Abarth de la 500, une version qui, contrairement à l'Europe, continue de s'appeler Fiat. Et si l'on ne sait pas encore si la Fiat 500 Abarth séduira outre-Atlantique, ce qui est sûr, c'est que le clip de lancement, diffusé uniquement en ligne, a séduit les internautes américains. En seulement une semaine, ils sont plus d'1 million à l'avoir regardé. Créé par The Richards Group, il s'appelle Séduction. Si vous ne l'avez pas encore vu, le voici. Che cosa guardi, eh? Che cosa guardi? Mi stai spogliando con gli occhi? Poverino. Non puoi farne a meno. Ti batte il cuore. Ti gira la testa. Sei perso pensando che sarò tua per sempre. The Fiat 500 Abarth. You'll never forget the first time you see one. Quittons les États-Unis et le petit écran pour la France et le 7e art. Jusqu'au 12 février, le Motor Village des Champs-Élysées à Paris se transforme en effet en ciné-village. Au programme, 10 modèles du groupe Fiat, rendus célèbres par leur apparition au cinéma, sont exposés. De l'Alfa Romeo Giulietta Speeder rouge de l'aventure, c'est l'aventure, à la Maserati Quattroporte de l'incontournable film de cette fin d'année, Intouchable, en passant par la Lancia Aurelia B24 de Et Dieu créa la femme. Elles sont présentées au milieu d'une centaine de portraits de stars du cinéma, signés du célèbre studio photo Harcourt. Jusqu'au 24 décembre, il est même possible de vous faire photographier dans un studio Harcourt éphémère, à un tarif préférentiel. Il y en a deux qui auraient pu jouer les stars, ce sont les Fiat Ducato et Iveco Daily, finalistes des trophées 2012 de l'Argus. Ils faisaient partie des 5 prétendants au titre dans la catégorie utilitaire. Malheureusement, c'est le Volkswagen Crafter qui a été élu utilitaire de l'année 2012, le 7 décembre. Du côté des supercars, Lamborghini continue son développement.
Après avoir fêté le lancement de l'Aventador LP704 au Brésil le 22 novembre, la marque Autoro levait le voile lors du salon de Los Angeles sur la version décapotable de la très bestiale LP552 Valentino Balboni, commercialisée en 2009. Comme elle reçoit un V10 de 5204 cm3, monté en position longitudinale arrière et développe la bagatelle de 550 chevaux. Comme elle, il s'agit d'une propulsion et comme elle sera produite en édition limitée. Seulement 250 exemplaires seront produits, passant de 0 à 200 km/h en 13 secondes 4 et dépassant allègrement les 319 km/h. La Gallardo LP552 Speeder sera facturée un peu plus de 200 000 €. Un tarif qui ne devrait pas arrêter les fortunés clients asiatiques de la marque. Lamborghini leur propose même 3 nouveaux points de vente depuis le début du mois, en Chine, à Chongqing et Dalian, et en Corée du Sud, à Séoul. Après les Antas V8 et Vulca S, le constructeur italien Faralli et Mazzanti vient de révéler sa 3e réalisation, l'Eventra. Coupé sportif de place, l'Eventra tire son nom de la civilisation étrusque et signifie immortalité, tout un programme. Avec son look alliant passé et modernité, l'Eventra est une voiture que son constructeur annonce comme entièrement personnalisable. 2 motorisations seront proposées, un 6 cylindres atmosphérique 3,5 litres de 403 chevaux et un biturbo de 603 chevaux. 2 versions seront également disponibles, une avec carrosserie en matériaux composites et une appelée One Body, tout en aluminium et travaillée à la main pour garantir au client un modèle unique. Dans cette version, l'Eventra pèsera 1 tonne 200 et passera de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 7. Avis aux amateurs, dépêchez-vous, Faralli et Mazzanti ne produira que 5 exemplaires par an de l'Eventra. Chez Maserati, on roule toujours en Alfa Romeo. La marque au trident vient en effet de commander 100 Giulietta pour les proposer à ses clients comme véhicule de courtoisie le temps de l'entretien de leurs autos. Après la Mito en 2009, c'est donc la Giulietta qui se décline en série limitée Ford Maserati. Au programme, une teinte grise spécifique, des jantes de 18 pouces, un système de freinage surdimensionné avec étrier rouge, des inserts en aluminium bruni sur la planche de bord, des suspensions sport, des sièges en cuir vénéré marron Maserati à réglage électrique et une plaque Alfa Romeo Ford Maserati sur la planche de bord. Enfin, sous le capot, on retrouve évidemment le bloc essence 10750 TBI de 235 chevaux de la version Quadrifoglio Verde. Après les Fiat Fremont et Lancia Voyager et Thema, modèles de marque italienne basés sur des véhicules américains, le groupe Chrysler présentera au prochain salon de Détroit en janvier la première américaine basée sur une plateforme italienne. Il s'agit de la Dodge Dart. Et si concrètement l'américaine reposera sur la base de l'Alfa Romeo Giulietta, il s'agira d'une vraie américaine et non pas d'un simple rebadging d'un modèle italien. Son design n'est d'ailleurs pas sans rappeler la Dodge Charger, notamment au niveau de la calandre et des sorties d'échappement. 3 motorisations seront proposées, dont le 1,4 litre multi-air turbo. La Dodge Dart sera produite aux États-Unis, dans l'Illinois. Le dernier événement automobile européen de l'année se passait en Italie, à Bologne. Pour sa 36e édition, le salon italien ne nous a pas réservé de grosses surprises. Si Ferrari a fait le show sur la piste extérieure avec la quasi-intégralité du plateau du Ferrari Challenge et plusieurs F1, la marque au cheval cabré ne présentait qu'une évolution de son laboratoire roulant, la 599XX, une voiture qui perd 35 kg sur la balance, alors que sa puissance affiche désormais 750 chevaux, soit 50 de plus que la version d'origine. Chez Maserati, c'est une série limitée de la Gran Turismo qui était présentée. Créée pour célébrer les 150 ans de l'unification de l'Italie, la Gran Turismo S Limited Edition se distingue par une robe bleu Sebring, des bas de caisse, coque de rétroviseur, poignées de porte et jupe en carbone. Les étriers de frein sont en aluminium poli et les jantes de 20 pouces en alliage. Certains éléments, comme les feux avant, sont peints en mat. À l'intérieur, on retrouve des éléments de la MC Stradale avec des inserts en fibre de carbone. Une plaque numérotée aux couleurs du 150e anniversaire vient compléter l'ensemble à la base de la console centrale. Seulement 12 exemplaires de la Gran Turismo S Limited Edition seront produits.
C'est sans doute Abarth qui proposait le plus de nouveautés à Bologne, avec 3 nouveaux modèles. La 595 tout d'abord. Concrètement, il s'agit d'une 500 Abarth disposant de séries du kit SCSC. On retrouve donc les 160 chevaux du petit 1,4 L turbojet. La 595 se distingue cependant par ses équipements et finitions. 2 versions seront ainsi proposées. La 595 Turismo tout d'abord, pour les clients qui recherchent l'élégance en plus de la sportivité. Robe bicolore inédite, jantes 17 pouces titanium, bande Abarth latérale grise mat, la distingue esthétiquement. Techniquement, elle reçoit la boîte robotisée avec commande au volant. De son côté, la 595 Competizione s'adresse aux sportifs puristes. Elle reçoit une teinte unie et des jantes 17 pouces dérivées de la course, avec étrier de frein Brembo jaune. À l'intérieur, on retrouve les sièges baquets Abarth Corsa Belt en cuir et alcantara et un traitement de la planche de bord et du dossier des sièges façon métal. La 595 Competizione reçoit la boîte manuelle à 5 rapports. A ses côtés, Abarth présentait à Bologne la 695 Assetto Corse, évolution de la 500 Assetto Corse, version compétition pour la piste de la 500. Parmi les nouveautés, 15 chevaux supplémentaires qui permettent à la 695 Assetto Corse d'afficher une puissance de 205 chevaux. Dans le même temps, elle perd 30 kg et reçoit une nouvelle boîte Sadev à 6 rapports, de nouveaux disques de frein arrière, de nouvelles jantes de 17 pouces et un nouveau tableau de bord. Enfin, Abarth présentait également à Bologne la série limitée Punto Scorpione, réalisée en partenariat avec le fabricant de snowboard Nitro. Principale caractéristique de cette série limitée à 99 exemplaires de la Punto SCSC, son bloc 1,4 L multi-air délivrant 180 chevaux et sa peinture noire brillante associée à un capot et un toit noir mat avec bande noire brillante au centre. Après avoir renouvelé la presque totalité de sa gamme cette année, Lancia se contentait à Bologne d'une série spéciale de la petite Ypsilon, l'Ypsilon Black and Red. Après seulement 6 mois de commercialisation, cette première série spéciale veut toucher un public plus jeune et plus masculin. 4 teintes extérieures sont proposées, noir Vulcano, rouge Argila, rouge Fiammia et bicolore rouge Argila noir Vulcano. À l'intérieur, c'est un tissu rouge et noir en provenance des versions Silver que l'on retrouve. 3 motorisations sont proposées, ainsi que 2 packs de personnalisation. L'Ypsilon Black and Red est d'ores et déjà disponible à partir de 12 990 € en motorisation essence 1,2 litre de 69 chevaux. Chez Fiat, outre la 3e évolution du Sedici, dont les rétroviseurs rabattables électriquement sont peints en gris et incorporent le rappel des clignotants, c'est un show-car qui était présenté, la Punto Born This Way. Fiat lui associe une carrosserie jaune pailletée à un toit, des rétroviseurs et des poignées de porte noirs brillants. Les étriers de frein sont peints en jaune. À l'intérieur, la sellerie en cuir Ink Leather à effet vieilli reçoit de multiples inscriptions et la partie centrale de la planche de bord est recouverte de cuir. Bref, un show-car qui ressemble plus à une possible série limitée. Mais la vraie star du stand Fiat était évidemment la Panda 3, révélée au dernier salon de Francfort, une voiture qui recevra 4 motorisations, 3 essences, les 900 cm3 Twin Air Turbo de 85 chevaux et atmosphérique de 65 chevaux, ainsi que le 1,2 litre de Fire de 69 chevaux et un diesel, le 1,3 litre Multijet 2 de 75 chevaux, tous équipés du Start and Stop de série. 3 niveaux de finition, 10 teintes de carrosserie, 9 types d'habitacles, 2 types d'enjoliveurs et 2 types de jantes seront au catalogue, permettant près de 600 déclinaisons différentes. La version 4x4 arrivera de son côté dans un second temps. Sur le plan de la sécurité, la Panda disposera de séries de 4 airbags, de l'ABS avec aide au freinage d'urgence, de prétentionneurs de sécurité sur les ceintures avant, des appuis-têtes anti-coup du lapin, des attaches isofixes et des feux diurnes. L'Euro NCAP a effectué son traditionnel crash test sur une pré-série qui ne disposait pas de l'ESC, le contrôle électronique de stabilité. Résultat, ce défaut d'ESC fait perdre la 5e étoile à la Panda, qui n'en obtient du coup que 4. Une véritable déception pour Fiat, qui a réagi le jour même en précisant dans un communiqué que la Panda serait bien équipée de l'ESC sur l'ensemble de la gamme. Clôturons le chapitre Panda avec son lieu de fabrication. Alors que l'on parle beaucoup du Made in France en ce moment,
Fiat communique de son côté sur le Made in Italy pour le lancement de la Panda, tandis que la Panda actuelle est produite en Pologne. La Panda 3 sera en effet produite en Italie, près de Naples, dans l'usine de Pomigliano d'Arco. Pour cela, les salariés ont accepté un durcissement des conditions de travail. Ils sont 600 à travailler aujourd'hui pour la production quotidienne de 100 pandas. Fiat devrait continuer à embaucher pour parvenir à une cadence de production de 1100 pandas par jour. Enfin, 800 millions d'euros ont été investis pour moderniser l'usine. Welcome future. Welcome innovation. Welcome passion. Welcome pride. Welcome back, Panda. Welcome back to the Italy that gets things done. Parmi les dizaines de livres que nous avons reçus à la rédaction cette année, 2 ont retenu notre attention. 2 livres aux éditions ETAI. Fiat 124 Speeder Coupé Abarth l'élégante de Turin tout d'abord. Signé Julien Lombard, il s'agit d'un livre de référence, documenté et passionnant. Lancia Delta, un fabuleux palmarès ensuite. Un livre signé Hervé Bouchot, un journaliste et passionné de voitures italiennes qui nous a quittés trop tôt, il y a quelques semaines seulement. Dans ce livre, il retrace l'histoire de la Delta, à la fois commercialement et sportivement, avec des images inédites. Pour les passionnés de technologie, signalons l'offre de Garmin, qui propose pour l'achat de l'un de ses 4 GPS, Nuvi 2340 LMT, 2460 LMT, 3490 LMT et 3790 LMT, la mise à jour gratuite à vie de la cartographie européenne et un crédit de 30 € pour n'importe quel achat effectué dans un magasin acceptant les cartes de crédit. Cette offre est valable pour tout achat jusqu'au 2 janvier 2012. Du côté de son principal concurrent, TomTom, signalons la sortie du nouveau GoLive 1005 World. Doté d'une cartographie mondiale, il dispose également du TomTom HD Traffic, de la commande vocale et des appels main libre via Bluetooth. Il est facturé 349,95 €. Enfin, les férus de jeux vidéo n'auront pas pu passer à côté de la dernière version de Need for Speed. Need for Speed The Run vous entraîne dans une course effrénée à travers les États-Unis de San Francisco à New York. Cet épisode de la licence NFS est donc scénarisé. Malheureusement, l'histoire n'est pas palpitante et les objectifs se révèlent trop répétitifs. La prise en main est aisée, mais au détriment des sensations, toutes les voitures se pilotant de la même façon. La déception vient surtout de l'intelligence artificielle. Il nous est arrivé plusieurs fois lors de notre test de nous retrouver en milieu de peloton à quelques centaines de mètres de l'arrivée et de pourtant s'imposer, les adversaires ayant mystérieusement ralenti au dernier moment. La durée de vie du jeu s'en trouve donc restreinte, surtout que la version Wii que nous avons testée ne propose pas de mode de jeu en ligne. De même, les cinématiques sont absentes et il faudra se contenter pour la version Wii d'une planche de BD parlante pour connaître l'histoire. Bref, une version bâclée. Heureusement, les versions PC, PS3 et Xbox 360 se révèlent plus travaillées et plus complètes. Need for Speed The Run est donc un épisode sans grande saveur mais qui contentera les fans de jeux d'arcade, à condition d'opter pour les versions PS3 ou Xbox 360.
enfin, si vous avez été très sage, c'est peut-être une vraie voiture qui vous attendra au pied du sapin. Sachez en effet que Lancia propose 30 Y 3 portes avec 30% de remise jusqu'au 31 décembre, soit l'Y Elefantino Gold 1,2 litre de 69 chevaux à seulement 10 990 €. C'est un ami qui m'a passé un coup de fil en me disant « Oh là là, il y a une New Stratos qui est en cours d'élaboration. C'est un Allemand qui a décidé d'en reconstruire une avec toute la technologie moderne et tout ce que nous amène justement la modernité automobile en termes d'électronique, de liaison au sol, enfin bref. » Donc j'ai dit « Ouais, c'est drôle parce que surpris et à moitié surpris en même temps parce que je me suis rendu compte que pendant le mondial de l'automobile, le couple Stratos-Darniche était quelque chose de très fort dans la mémoire collective. Et je me suis rendu compte, puisque l'ancienne Stratos, une de mes anciennes Stratos, était exposée sur le stand Radio France, France Bleu 107.1, j'ai été le premier surpris et très troublé d'ailleurs de voir l'engouement que ce couple, 30 ans après, suscitait. J'ai été pour le moins très troublé. Je pensais que l'époque, au bout de 30 ans, était passée et je me suis rendu compte finalement que c'est une époque qui a marqué très fort une génération ou même deux générations et finalement c'était pas étonnant que cet Allemand, qui est un amoureux de cette époque et de la voiture, ait pris la décision, puisqu'il en a les moyens financiers illimités, de refaire une voiture au goût du jour. Et j'ai trouvé ce projet touchant, sentimentalement et intéressant sur le plan technologique d'ailleurs. Je pense que parmi les voitures de rallye, la Stratos des années 70 est la plus excitante. Partout, tant de gens aiment cette voiture encore aujourd'hui. Et quand dans une course historique, quelqu'un vient avec une Stratos, tout le monde est enthousiasmé, même les fans d'autres marques comme Porsche. La Stratos est vraiment une voiture extraordinaire. Jolie à voir, fantastique à conduire, avec un bruit excitant. Donc oui, pour moi, ma voiture préférée est cette Stratos Group 4. Et beaucoup de voitures célèbres du passé ont une réinterprétation moderne. La Mercedes SL avec ses portes papillons, la Mini, la Coccinelle, la Fiat 500, la Ford GT, mais personne en Italie n'avait fait de nouvelle Stratos, donc on l'a fait. La raison pour laquelle j'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière, elle est très simple, je ne l'ai jamais dit, mais elle est purement technique. Après l'accident que j'ai eu avec Audi en faisant des essais en Corse, ma jambe droite était très diminuée en termes de fonctionnement. J'ai du mal à doser les freinages, j'ai du mal à m'en servir d'une façon rapide. Elle est très diminuée et en sensibilité et en temps de réaction. Comme je n'avais pas la possibilité à l'époque de conduire en freinant du pied gauche avec toute l'efficacité, puisque l'électronique aujourd'hui le permet, j'ai préféré mettre en veilleuse tout doucement, sans en parler. Donc j'avais mis un bémol à ma carrière intellectuellement, puis comme je ne suis plus jamais quasiment allé sur un rallye ni sur un circuit, eh bien ma mémoire musculaire, la mémoire du corps n'était plus alertée. Sauf que quand je me suis retrouvé sur le Castellet et que j'ai entendu les voitures tourner et que j'ai vu cette Stratos et que je me suis installé au volant avec les harnais 6 points, parce que vous savez, la ceinture de sécurité lambda, ça ne réveille rien. Mais les harnais 6 points, quand on met les 6 points entre les jambes, les bretelles sur les épaules, j'ai les poils qui se sont dressés d'un seul coup, mais contre mon avis à moi, quoi. Et je me suis dit, merde, mon intellect a gommé cette tranche de vie, mais manifestement, mon corps n'est pas d'accord. Et je me suis retrouvé plein d'émotions au volant de cette voiture que j'ai eu la chance de conduire avec une mise en main de Thiago Montero, qui est un pilote remarquable et en plus un être humain merveilleux. Et j'ai tout de suite compris comment ça marchait au maximum avec un tel pilote au volant.
Et quand je me suis installé pour faire des séries de 10 tours derrière, j'étais mais chez moi, quoi. Donc je me suis retrouvé avec l'électronique à ma disposition, c'est-à-dire je freine du pied gauche, je change les vitesses d'une façon très rapide avec les palettes, et ma jambe droite ne sert plus à rien. En fait, c'est une voiture qui a été mise à ma disposition pour pallier à mon handicap physique. Et je me suis retrouvé dans des performances, mais inattendues pour moi, 30 ans après, ce qui est tout à fait formidable. Bon, il faut savoir que ce rapprochement industriel était absolument nécessaire, puisque Lancia fabriquait et ne commercialisait en Europe que moins de 150 000 véhicules, qu'une marque ne peut pas être pérenne avec 150 000 véhicules, elle n'a pas d'avenir, pas d'avenir commercial. Pourquoi? Parce qu'on n'était présent que sur 3 segments, les citadines 3 portes, les compacts et les petits monospaces. Et donc, globalement, on était présent sur peu de segments, et donc nos clients, on avait du mal à les garder, et surtout c'était compliqué de conquérir de nouveaux segments. De clients pour de nouveaux segments, on n'était pas présent partout. Donc écoutez, l'équation était simple, on lançait une voiture tous les 4 ans, il fallait faire quelque chose, et ce quelque chose, il est venu directement de cet accord industriel avec Chrysler. On a réparti les rôles, Chrysler pour les USA, Lancia pour l'Europe continentale, on en est là aujourd'hui. Un véhicule dont le cahier des charges est extrêmement simple, le plaisir, la recherche de sensations, puisqu'on est là sur un coupé 2 places, propulsion, moteur central arrière, véhicule extrêmement léger grâce à sa structure carbone et aluminium. On est en dessous des 850 kg, très bien motorisé. C'est le 1750 TBI qu'on connaît bien chez Alfa Romeo qui développe plus de 200 chevaux, qui est ici couplé avec la nouvelle boîte automatique Alpha TCT. Et le résultat de tout ça, c'est un rapport poids-puissance excellent. On est en dessous des 4 kg par cheval. Et donc des sensations garanties, puisque, pour ne citer que 2 chiffres, 0 à 100 en moins de 5 secondes et plus de 250 km/h de vitesse de pointe. On sera dans des gammes de prix qui seront sans commune mesure avec ceux de 8C ou de 8C Spider. Et donc un véhicule qui sera un véhicule plaisir et effectivement qui sera beaucoup plus accessible et qu'on verra sur la route, très clairement. Il faut toujours bien se mettre à la place du client. Aujourd'hui, moi, si je veux vendre un grand monospace à un client, je n'ai plus rien. Donc, le Voyageur étant la référence absolue en matière de monospace, c'est une formidable opportunité. Je vous rappelle que la notoriété du Renault Espace est de 80% en France et que celui du Voyageur est de 63%. Et celui du Fedra est de 10%. Donc, ce modèle est recherché par les gens, recherché. Et en plus, on l'a bonifié. On a gardé tout ce qu'il avait de parfait, c'est-à-dire sa taille, ses 7 places et son volume de coffre et son système audio vidéo et GPS intégré. Toutes ces petites innovations avec le radar de recul, le haillon qui se ferme automatiquement. Par contre, on a changé tout ce qui était bonifiable, c'est-à-dire l'ergonomie de la planche de bord, la qualité des cuirs, etc. Cette enquête a révélé des choses que nous savions déjà, mais a encore amplifié le phénomène. Il s'avère qu'effectivement, beaucoup de gens, trop de gens ne roulent pas avec la bonne pression. Il faut notamment noter que plus de 80% des automobilistes ne roulent pas avec la bonne pression. Quand on a une mauvaise pression des pneumatiques, ça veut dire une usure prématurée des pneumatiques et surtout un risque accru en termes d'accidentologie. Donc on va vraiment militer avec cette mission de sécurité de Goodyear pour faire en sorte que les gens vérifient mieux la pression de leurs pneumatiques, notamment au moment des départs en vacances. C'est pour ça que nous avons commencé cette opération avec les départs en vacances pour les vacances de Pâques et on va la renouveler avec les départs en vacances à la fois en juillet et en août. Il s'avère également avec cette étude que beaucoup de personnes ont une méconnaissance de l'importance des pneumatiques en hiver. Il faut savoir qu'on recommande, dès que la température passe en dessous de 7 degrés, de s'équiper en pneumatiques hiver. On a notamment vu l'hiver dernier avec les gros événements qu'il y a eu au mois de décembre que les routes ont été énormément immobilisées, notamment parce que les gens n'étaient pas bien équipés. Donc pareil, on va commencer avec cette mission sécurité à sensibiliser les automobilistes sur l'importance des pneumatiques et que des bons pneumatiques, notamment des pneumatiques hiver, peuvent permettre de faire la différence et de fluidifier le trafic sur les routes et surtout de maximiser la sécurité. C'est vrai que le blimp ou le dirigeable Goodyear, c'est l'emblème de la marque Goodyear depuis de nombreuses années. Ça fait pratiquement depuis 1929 que c'est l'emblème de la marque. Si on revient même un petit peu en arrière,
On a commencé à construire les premiers blimps en 1917, donc ça date vraiment pas d'hier. Et donc ce blimp est de plus en plus dans l'ADN de la marque. On a notamment 3 blimps aux États-Unis, on en a 2 en Asie et donc maintenant on en a 2 en Europe à partir de cette année. Et donc ce blimp va vraiment nous accompagner, c'est un petit peu, comme on peut dire, l'ange gardien qui va un petit peu survoler cette mission sécurité et qui va nous permettre justement de véhiculer ce message en termes de sécurité. Oui, l'objectif est beaucoup plus important, mais les raisons sont multiples. La première, c'est qu'on passe de 3 portes à 5 portes. Et juste sur le marché français, c'est 4 fois plus de potentiel. Donc il n'est pas, même si c'est un raisonnement totalement mathématique, mais il n'est pas totalement irraisonné de se dire qu'on peut faire 4 fois plus de ventes. En tout cas, c'est ce qu'on va viser. Et puis, il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus à la fois stratégique et industrielle, c'est que cette nouvelle Ypsilon elle va être produite sur le site de Tychy en Pologne, là où sont assemblés les Fiat 500, les Ford Ka et la Fiat Panda, et qu'on va enlever une partie de la production des Pandas pour la rapatrier en Italie pour produire à la place des Ypsilon. C'est-à-dire qu'il y a forcément un enjeu de volume fort, parce qu'il est hors de question qu'on plafonne la production à 100 000 exemplaires comme aujourd'hui était la 3 portes. Donc oui, pour cette double raison-là, il y a vraiment des ambitions de volume, à la fois une réalité du marché et après une logique purement industrielle. On va viser 3000 voitures sur les 7 mois qui arrivent. En année pleine, ça augure entre 5, 6, 7 000 voitures. Donc des ambitions beaucoup plus élevées parce que l'Ypsilon de la génération actuelle s'est vendu à 2500 unités en moyenne par an. Donc voilà, c'est 3 fois plus que ce qu'on fait, mais il y a aussi un potentiel grâce aux 5 portes. C'est un véhicule qui vient remplacer les véhicules qui existaient dans la gamme, Chroma, Multipla, Ulysse, qui est à la croisée de différents segments et qui du coup permet d'aller chercher l'ensemble des familles jeunes, plutôt modernes, qui sont à la recherche d'un véhicule avec un style différent. La cible familiale, c'est vraiment la cible principale. En revanche, après, on a un spectre très large. On sait qu'aujourd'hui, la société évolue. On peut avoir des grands-parents qui sont de plus en plus en charge des petits-enfants et qui vont avoir plutôt tendance aujourd'hui à acheter un véhicule un peu plus grand que ce qu'ils avaient précédemment, par exemple une berline. Et donc là, on peut aller chercher ce genre de cible-là qui va être vraiment intéressé par un véhicule en plus qui a un style fort, un style marqué, donc ça leur permet d'être dans un véhicule tout à fait statutaire. Et puis ensuite, on peut aller aussi chercher des familles, ou en tout cas des couples qui sont en passe d'avoir des enfants et qui vont être à la recherche du coup d'espaces supplémentaires pour pouvoir loger, des poussettes, un peu plus de bagages. Donc on a un spectre vraiment large en termes de cible avec Fremont.
Auto Ital Info est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Prudence sur les routes, bon surf et Forza Italia.